T'es-tu déjà arrêté pour penser qu'à chaque quelques minutes, une personne âgée subit un AVC qui aurait pu être évité? Ce ne sont pas seulement des chiffres froids, mais des histoires réelles. Une grand-mère qui ne pourra plus embrasser ses petits-enfants, un père qui ne profitera plus de ses promenades tranquilles, une vie qui s'éteint sans prévenir. C'est pourquoi je te parle aujourd'hui avec autant d'urgence. Une étude récente a révélé une vérité alarmante. Certains médicaments, que beaucoup de personnes âgées prennent régulièrement, sont liés à un risque beaucoup plus élevé d'accident vasculaire cérébral. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces médicaments ne sont ni rares ni difficiles à trouver. Ils sont probablement dans ta trousse à pharmacie en ce moment même, prescrits avec de bonnes intentions, mais avec des effets secondaires qui ont été révélés de manière préoccupante. Si tu as plus de 60 ans, ou si tu prends soin de quelqu'un dans ce cas, ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait faire une différence vitale. Je n'exagère pas en disant que tu pourrais prévenir une tragédie. L'un de ces médicaments, considéré aussi courant et inoffensif qu'un simple verre d'eau, peut augmenter considérablement le risque d'AVC. Dans certains cas, ce risque triple sans que la personne s'en rende compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je m'appelle Dr Natalia Delgado, et après plus de 20 ans consacrés à la médecine et à l'étude de la longévité, je peux t'assurer que la bonne information au bon moment transforme des vies. J'ai vu comment des décisions bien informées ont permis à beaucoup de personnes d'atteindre la vieillesse avec autonomie, santé et dignité. Ce que je vais te raconter aujourd'hui n'est pas une opinion ni une supposition. Nous allons nous baser sur des données réelles, des publications scientifiques récentes et des preuves que, malheureusement, beaucoup de médecins ne prennent pas encore en compte lorsqu'ils prescrivent certains traitements. Je vais te révéler quels sont les 4 médicaments qui mettent en danger la santé cérébrale des personnes âgées. Plus important encore, je te parlerai des options plus sûres dont tu devrais discuter avec ton médecin. Le 4e de la liste est le plus choquant, et personnellement, celui qui m'inquiète le plus. Je t'invite donc à rester avec moi, car la connaissance n'est pas seulement le pouvoir. Dans ce cas, c'est une façon concrète de te protéger toi-même ou de protéger ceux que tu aimes. Maintenant, il est essentiel de comprendre ce qu'est exactement un accident vasculaire cérébral. Imagine ton cerveau comme une ville animée. Les neurones seraient comme les maisons, et les artères, les autoroutes qui transportent l'oxygène et les nutriments essentiels pour tout faire fonctionner. Un AVC se produit quand quelque chose interrompt ce flux vital. Il en existe 2 principaux types. Le premier, appelé AVC ischémique, survient lorsqu'un caillot bloque une artère, empêchant l'oxygène d'atteindre certaines parties du cerveau. En quelques minutes, les neurones de cette zone commencent à se détériorer. Le second type est l'AVC hémorragique, où une artère se rompt et le sang se répand dans le tissu cérébral, causant de graves dommages. Les 2 situations sont dévastatrices. Le plus inquiétant, c'est qu'à mesure que nous vieillissons, le cerveau devient plus fragile. C'est comme un vieil ordinateur. Il peut être brillant et plein de savoir, mais ses circuits ne répondent plus de la même manière. Beaucoup des médicaments que nous allons voir aujourd'hui agissent comme des virus informatiques qui surchargent le système. Apparemment inoffensifs, ils provoquent un effondrement silencieux jusqu'à la catastrophe. Avec cette image claire du cerveau comme une ville vulnérable, il est temps d'ouvrir cette trousse à pharmacie que nous avons tous à la maison et d'éclairer fortement les produits qui, bien qu'ils semblent inoffensifs, peuvent devenir de véritables menaces cachées. Commençons par le premier de ces ennemis silencieux, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, plus connus sous le sigle INS. Ils te sont probablement familiers. Ibuprofène, naproxène, diclofénac. Ce sont des médicaments que presque tout le monde a déjà utilisés pour calmer des douleurs communes, d'un mal de tête à des douleurs articulaires. Ils s'achètent facilement, sans ordonnance, et leur usage est tellement banalisé que beaucoup de gens les prennent comme des bonbons. Mais c'est là que réside le vrai danger, leur apparente innocence. Pour une personne jeune et en bonne santé,
prendre un de ces anti-inflammatoires de temps en temps ne représente pas un risque important. Cependant, chez les personnes âgées, en particulier celles qui en consomment fréquemment pour combattre l'arthrite ou des douleurs chroniques, la situation change radicalement. Ce qui semblait un allié du bien-être peut se transformer en ennemi de la santé cérébrale. Et pourquoi ces médicaments si courants peuvent-ils être si dangereux? La réponse réside dans une combinaison de facteurs qui agissent simultanément, générant un impact négatif sur l'organisme. Le premier facteur est l'augmentation de la pression artérielle. Imagine que tes artères sont des tuyaux par lesquels circule le sang. Ces médicaments font retenir au corps le sodium et l'eau, ce qui augmente le volume sanguin et donc la pression dans ces tuyaux. De plus, ils durcissent les parois des artères, ce qui rend encore plus difficile le flux. Le résultat? Une hypertension artérielle, principale cause des accidents vasculaires cérébraux. C'est comme si tu soumettais les tuyaux de ta maison à une pression constante. Tôt ou tard, l'un d'eux cédera. Le deuxième problème est plus discret, mais tout aussi grave. Il affecte directement les reins et les plaquettes. Les reins, qui fonctionnent comme les filtres principaux du corps, sont impactés par l'usage continu des AINS, surtout chez les personnes âgées. Lorsque ces organes ne fonctionnent plus correctement, l'hypertension s'aggrave. D'autre part, ces médicaments altèrent aussi le comportement des plaquettes, les cellules responsables de la coagulation du sang, et peuvent provoquer la formation de caillots dans des endroits où ils ne devraient pas être, comme dans les artères qui irriguent le cerveau. Le troisième et dernier mécanisme est le plus insidieux, l'inflammation constante que ces médicaments provoquent dans la paroi des artères. Cette inflammation agit comme un papier de verre qui use de l'intérieur les parois artérielles, créant de petites zones irrégulières où le cholestérol adhère facilement. Avec le temps, cela entraîne la formation de plaques qui peuvent se détacher et obstruer le flux sanguin cérébral, causant un AVC. Alors, ne te laisse pas tromper par la familiarité ou la facilité d'accès. Ces médicaments, bien qu'utiles dans certains cas, doivent être utilisés avec responsabilité, surtout si tu as plus de 60 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives plus sûres, mais il est indispensable de discuter avec un professionnel de santé avant de prendre une décision. Imagine Carlos, un homme de 68 ans, passionné de jardinage et appréciant la tranquillité que lui apportait le soin de ses roses. Il souffrait depuis des années de douleurs aux genoux dues à l'arthrose, et son soulagement quotidien venait de 2 comprimés de diclofénac. Pour lui, ils étaient indispensables. « C'est la seule chose qui me soulage », disait-il souvent. Bien que sa tension artérielle était déjà un peu élevée, il ne le prenait pas au sérieux. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à chaque fois qu'il prenait un comprimé, il alimentait silencieusement une tempête qui finirait par éclater un jour. Un matin comme un autre, alors qu'il arrosait ses fleurs, le monde de Carlos a changé à jamais. Il a ressenti un vertige soudain, a lâché le tuyau d'arrosage et a remarqué qu'il ne pouvait plus lever un de ses bras. Il était en train de faire un accident vasculaire cérébral. Le caillot qui a bloqué le flux dans son cerveau n'était que le déclencheur final, mais les dégâts s'étaient accumulés pendant des années avec ces doses inoffensives qu'il prenait chaque jour. Alors, la seule option est-elle de se résigner à la douleur? Bien sûr que non. La solution n'est pas d'arrêter les médicaments sans réfléchir, mais d'agir avec intelligence. Le premier pas doit toujours être de consulter un médecin. N'interromps jamais un traitement de ton propre chef, cela peut être aussi risqué, voire plus, que de le continuer. L'essentiel est d'avoir une conversation ouverte et honnête avec ton médecin. Demande-lui directement si cet anti-inflammatoire est adapté à ton âge et à ton état de santé. Quelle serait la dose efficace la plus faible et pendant combien de temps tu devrais réellement l'utiliser? Il existe aussi d'autres options plus sûres pour contrôler la douleur. Par exemple, le paracétamol est généralement moins agressif pour le système cardiovasculaire. De plus, il existe des crèmes ou gels contenant du diclofénac ou de l'ibuprofène qui agissent localement et réduisent les effets négatifs sur le reste du corps.
Il ne faut pas non plus sous-estimer les bienfaits de méthodes telles que la physiothérapie, l'exercice adapté, l'application de chaleur ou de froid, et d'autres thérapies qui aident à traiter la cause de la douleur plutôt que de la masquer simplement. Connaître ces informations te permet de prendre des décisions éclairées, de poser les bonnes questions et, surtout, de protéger ta santé cérébrale sur le long terme. Passons maintenant à un autre groupe de médicaments qui cache également un risque inattendu, bien que peu de gens l'associent aux accidents vasculaires cérébraux. Les anticholinergiques. Ce type de médicament est souvent prescrit pour traiter un problème intime, dont beaucoup préfèrent ne pas parler: la vessie hyperactive ou l'incontinence urinaire. Pour ceux qui en souffrent, la peur d'avoir une fuite en public peut profondément conditionner leur vie quotidienne. Des médicaments comme l'oxybutynin, la tolterodine ou la solifénacine sont prescrits pour contrôler ce problème, et ils le font efficacement. Mais peu savent qu'en arrière-plan, cette efficacité peut avoir un coût élevé pour l'esprit. Pour mieux comprendre, pensons à l'acétylcholine, un neurotransmetteur clé qui permet aux muscles de se contracter et au cerveau de traiter l'information. Il est essentiel pour la mémoire, l'apprentissage et l'attention. On pourrait dire que c'est l'huile qui fait fonctionner les rouages de la pensée. Les anticholinergiques agissent en bloquant cette substance dans la vessie, relaxant le muscle et réduisant les spasmes. Mais le problème, c'est qu'ils n'agissent pas seulement là. Ces médicaments ne distinguent pas entre l'organe à traiter et le reste du corps. Ils circulent dans le sang, atteignent le cerveau et y bloquent aussi l'acétylcholine. Le résultat est une série d'effets secondaires, souvent confondus, avec le vieillissement normal. Difficultés de mémoire, somnolence, désorientation, manque de concentration et même des symptômes similaires à ceux de la démence. Beaucoup de patients attribuent cela à l'âge, sans savoir que, en réalité, la cause peut être un comprimé qu'ils prennent pour contrôler leur vessie. C'est pourquoi il est si important de savoir ce qui se cache derrière chaque traitement. Dans le cas des anticholinergiques, comprendre leur relation avec la santé cérébrale peut faire la différence entre une vieillesse lucide et un esprit éteint par erreur. Mais le danger des anticholinergiques ne s'arrête pas à la mémoire. Leur lien avec les accidents vasculaires cérébraux est plus profond et, franchement, plus inquiétant. Il se trouve que l'acétylcholine n'est pas seulement vitale pour la pensée. Elle joue aussi un rôle fondamental dans la régulation du flux sanguin vers le cerveau. Quand ces médicaments bloquent ce signal, ils peuvent empêcher les artères de se dilater comme elles le devraient lors d'une demande accrue en oxygène. Cela crée des zones mal irriguées, un terrain propice à un AVC. Et comme si cela ne suffisait pas, beaucoup de ces médicaments provoquent aussi somnolence, vertige en se levant et désorientation. Chez une personne au système cardiovasculaire affaibli, ces effets peuvent être la poussée finale vers un événement grave. C'est comme demander au centre de contrôle aérien de ton corps de fonctionner avec la moitié du personnel et des défaillances dans les communications. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'une tragédie n'arrive. Martha, une veuve de 75 ans, avait toujours été active. Mais lorsqu'elle a commencé à avoir des pertes involontaires, sa vie s'est réduite à l'espace de sa maison. La honte l'a poussée à s'isoler. Son médecin lui a prescrit de l'oxybutynin, et au début, c'était comme retrouver la liberté. Cependant, au fil des mois, ses filles ont commencé à remarquer qu'elle semblait plus distraite, répétitive, avec de petits oublis ici et là. Un jour, en se levant du canapé, elle a ressenti un vertige si intense qu'elle est tombée par terre. Elle avait subi un accident ischémique transitoire, un avertissement clair qu'un événement cérébral majeur approchait. Lorsque les médecins ont examiné son traitement, la relation est devenue évidente. Cette pilule qui lui avait rendu une vie sociale mettait, sans qu'elle le sache, sa santé cérébrale en danger. L'expérience de Martha est un rappel urgent. Si tu suis un traitement pour l'incontinence, informe-toi. Ne cesse pas le traitement brusquement. Cela pourrait être contre-productif. La première étape est d'identifier si ton médicament appartient au groupe des anticholinergiques.
Si c'est le cas, consulte ton médecin et pose-lui une question directe. Existe-t-il des alternatives plus sûres pour protéger mon cerveau? La bonne nouvelle, c'est que oui, il y en a. Aujourd'hui, nous disposons de médicaments plus modernes, comme les agonistes bêta-3, parmi lesquels le mirabegron. Ces médicaments agissent par un mécanisme différent, qui n'affecte pas l'acétylcholine, et leur profil de sécurité est beaucoup plus favorable pour la santé neurologique. N'oublions pas non plus la valeur des stratégies non médicamenteuses. Les exercices de Kegel renforcent le plancher pelvien et peuvent améliorer considérablement le contrôle de la vessie. Établir des horaires réguliers pour aller aux toilettes aide à réentraîner le réflexe urinaire. Même des changements simples, comme réduire la consommation de caféine, d'alcool ou de boissons gazeuses, peuvent faire une grande différence. Il est tout à fait légitime de vouloir une solution pour l'incontinence, mais pas au prix de ta lucidité. Tu as le droit de poser des questions, de t'informer et de choisir des options qui protègent non seulement ton confort, mais aussi ton cerveau. Jusqu'à présent, nous avons démasqué 2 grands coupables. Si ces informations t'aident à voir sous un autre jour des médicaments que tu pensais sûrs, il y a une petite chose que tu peux faire et qui a un grand impact. Aime cette vidéo. Ce geste indique à l'algorithme de YouTube que ce contenu est précieux et doit atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Ton soutien rend possible que nous continuions à enquêter, créer et partager des informations qui peuvent changer des vies. Et si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant et active la cloche, car ce qui vient est encore plus important. Les 2 médicaments restants pourraient être parmi les plus utilisés et aussi parmi les plus dangereux. Continuons avec le 3e de la liste. Il s'agit d'un médicament que beaucoup considèrent comme un miracle, surtout en cas de crise. Je parle des corticoïdes systémiques, comme la prednisone ou la dexaméthasone. Ils semblent avoir un effet presque magique, mais leur autre côté, plus sombre, mérite toute ton attention. Si tu as déjà traversé une crise d'asthme, une réaction allergique grave, ou si tu vis avec une maladie auto-immune, tu connais probablement le pouvoir quasi immédiat des corticoïdes. En quelques heures, ces médicaments peuvent calmer une inflammation déchaînée et te redonner une sensation de normalité. Cette efficacité, en fait, de véritables sauveurs. Et c'est précisément pour cela qu'il est difficile de les voir comme un possible ennemi. Mais tout pouvoir a un prix. Et dans le cas des corticoïdes oraux utilisés à long terme, ce prix peut être très élevé. C'est comme signer un contrat avec des bénéfices immédiats, mais avec des clauses cachées qui peuvent profondément affecter ta santé avec le temps. L'un des risques les plus sérieux associés à leur usage prolongé est l'augmentation significative de la probabilité de souffrir un accident vasculaire cérébral. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que ces médicaments n'affectent pas un seul système, mais agissent comme une force de choc qui impacte plusieurs fronts clés de l'organisme. J'appelle cela la triple menace silencieuse. Premièrement, ils augmentent la pression artérielle. Ils le font en retenant le sodium et en éliminant le potassium, ce qui provoque une accumulation de liquide. En conséquence, le volume de sang que le cœur doit pomper augmente, élevant dangereusement la pression. Cet effet est similaire à celui des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais avec une intensité encore plus grande. Deuxièmement, ils déstabilisent le métabolisme du sucre. En interférant avec l'action de l'insuline, ils provoquent une augmentation du taux de glucose sanguin, ce qui peut conduire à une forme de diabète induite par les stéroïdes. Avoir un taux élevé de sucre dans le sang n'est pas anodin. Cet excès endommage silencieusement les parois des vaisseaux sanguins, les rendant plus rigides, inflammés et vulnérables. La troisième menace est un double coup. D'une part, ils altèrent les niveaux de cholestérol, en augmentant le type le plus dangereux, le LDL. D'autre part, ils peuvent épaissir le sang, le rendant plus susceptible de former des caillots. C'est le scénario idéal pour une catastrophe. Des artères déjà fragilisées par l'hypertension et le sucre incontrôlé.
combiné à un sang prêt à bloquer le passage à tout moment. Jorge en est un exemple. À 72 ans, il vivait avec une BPCO sévère. Et chaque fois qu'une crise le poussait à la limite, la prednisone le sauvait. C'était sa béquille pour continuer. Cependant, pendant des années, personne ne lui a proposé une stratégie à long terme. L'urgence immédiate primait toujours sur l'important. Avec le temps, sa tension est montée. Son taux de sucre restait à la limite acceptable. Toute l'attention était portée sur ses poumons, tandis que le reste de son corps se détériorait sans que personne ne le remarque. Un après-midi, alors qu'il lisait, les lettres ont commencé à danser. Il a ressenti des picotements d'un côté du visage et a perdu l'équilibre. Il avait subi un accident vasculaire cérébral. Ce n'était pas uniquement la faute de la prednisone, mais c'était l'accélérateur qui a poussé son corps vers un effondrement annoncé. Alors, que faire avec un médicament aussi précieux que dangereux? La réponse n'est pas de l'éliminer complètement. C'est de l'utiliser avec intelligence, stratégie et toujours sous une surveillance rigoureuse. La conversation avec ton médecin doit être honnête et sérieuse. Demande clairement: est-ce que je prends la dose la plus faible possible pendant le temps le plus court nécessaire? Avons-nous exploré des alternatives qui me permettraient de réduire la dépendance aux corticoïdes? Dans des conditions comme l'asthme ou la BPCO, par exemple, les corticoïdes inhalés peuvent offrir un contrôle plus sûr. Dans le cas de l'arthrite, il existe des traitements qui permettent de diminuer, voire de se passer de la prednisone. Et si leur usage ne peut être évité, il est alors fondamental d'élaborer un plan pour minimiser leurs effets secondaires. Cela implique un contrôle plus strict de la tension artérielle, du taux de sucre et du cholestérol. Cela signifie aussi adopter un régime pauvre en sel et en sucre simple, bouger davantage, faire de l'exercice régulièrement et considérer le corps comme un système intégral. Nous ne pouvons plus considérer les corticoïdes comme une simple solution ponctuelle. Nous devons les traiter pour ce qu'ils sont réellement. Des outils puissants qui exigent une approche globale de protection pour tout le corps et particulièrement pour le cerveau. Nous arrivons à l'un des points les plus délicats de ce parcours. J'ai gardé ce médicament pour la fin pour une raison très claire. Son risque est le plus élevé et son usage, l'un des plus controversés quand il s'agit de prendre soin de nos aînés. Nous parlons des antipsychotiques. Des médicaments comme la risperidone, l'olanzapine ou la quétiapine ont été créés pour traiter des troubles psychiatriques graves, comme la schizophrénie. Dans ces contextes, ils sont essentiels. Ils peuvent faire la différence entre le chaos mental et la possibilité d'une vie fonctionnelle. Mais en dehors de ce terrain, leur histoire devient bien plus sombre. Ces dernières années, une pratique dangereuse s'est répandue. Utiliser des antipsychotiques pour contrôler les symptômes comportementaux chez les personnes atteintes de démence. Imagine une personne avec un Alzheimer avancé. Elle peut montrer agitation, confusion, voire des épisodes d'agressivité ou d'anxiété extrême. Ces comportements sont profondément angoissants, tant pour le patient que pour ses aidants. Et dans un système de santé saturé, avec peu de temps et de ressources, la solution rapide est souvent un comprimé pour calmer le patient. Mais recourir à un antipsychotique dans ces cas, c'est jouer à la roulette russe avec la vie de cette personne. Les principales agences de régulation mondiale, y compris la FDA, ont émis leur avertissement le plus sévère à ce sujet. La fameuse Black Box Warning, ou avertissement en boîte noire. La raison ? Ces médicaments doublent presque le risque de décès chez les personnes âgées atteintes de démence. Et plus encore, le risque spécifique d'accident vasculaire cérébral peut être triplé. Les dommages ne résultent pas d'un seul mécanisme, mais d'une combinaison dévastatrice d'effets. L'un des plus fréquents est l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire une chute brutale de la tension artérielle en se levant. Cela provoque vertige, chute, et chez les personnes âgées, une fracture peut être le début du déclin définitif. Mais ce n'est pas tout. Chaque épisode d'hypotension signifie que le cerveau, même pour quelques secondes, manque d'oxygène suffisant.
Répété fréquemment, ce stress constant peut déclencher un AVC. De plus, ces médicaments peuvent affecter le rythme cardiaque, provoquant des arythmies qui augmentent le risque de formation de caillots. Des caillots qui, en voyageant jusqu'au cerveau, peuvent causer des dommages irréversibles. Et comme si cela ne suffisait pas, ils provoquent un syndrome métabolique très agressif. Prise de poids, envolée des niveaux de sucre et de cholestérol, et en quelques mois peuvent provoquer un diabète fulminant. Et il y a encore plus. Des études récentes montrent qu'ils peuvent aussi rendre le sang plus épais et collant, augmentant encore la probabilité de blocage dangereux dans le système circulatoire. Le cas d'Elena illustre tout cela avec une clarté douloureuse. Elle avait 80 ans et une démence avancée. Au fil des mois, son comportement est devenu plus erratique et difficile à gérer. Son fils, épuisé émotionnellement, a consulté le médecin. On lui a prescrit une faible dose de risperidone pour l'aider à se calmer. Et au début, cela semblait fonctionner. Elena ne criait plus ni ne s'agitait. Mais elle ne parlait pas beaucoup non plus. Elle dormait la majeure partie de la journée. Personne n'a remarqué que sa tension artérielle devenait instable. Un après-midi, son fils l'a trouvée immobile dans le fauteuil, la bouche tordue et le regard perdu. Elle avait subi un AVC massif. La pilule qui devait l'aider faisait partie du dommage. Ce type de décision est l'une des plus difficiles auxquelles font face les aidants. Mais ce sont aussi les plus cruciales. Si quelqu'un dont tu t'occupes vit avec une démence et prend un antipsychotique, tu dois être son défenseur. La question n'est pas seulement de savoir si le médicament fonctionne, c'est de savoir s'il est absolument nécessaire. Parle avec le médecin avec fermeté et clarté. Docteur, je sais que ce médicament a un avertissement en boîte noire. Avons-nous essayé toutes les alternatives non médicamenteuses? Quel est le plan pour l'arrêter le plus tôt possible? Ta voix peut faire la différence entre une solution rapide et un dommage permanent. Parce que oui, la vérité, c'est qu'il y a des alternatives. Quand une personne atteinte de démence s'agite ou présente des comportements difficiles, la première question à se poser n'est pas quelle pilule lui donner, mais pourquoi elle se sent ainsi. Derrière cette agitation peut se cacher une douleur qu'elle ne parvient pas à exprimer, une infection, la peur, l'ennui ou simplement la confusion. La véritable première ligne de traitement n'est pas dans un flacon, mais dans l'environnement et l'attention. Créer un espace calme, mettre de la musique familière, simplifier les tâches, lui parler avec patience et valider ses émotions. Ces interventions demandent du temps, du dévouement et de l'humanité, mais sont bien plus sûres et efficaces que n'importe quelle ordonnance rapide. Les antipsychotiques devraient être le dernier recours, seulement en situation désespérée, pour un temps très limité, et uniquement lorsque tout le reste a échoué. Ils ne doivent jamais être utilisés par commodité ou pour calmer sans comprendre ce qui se passe réellement. Le prix de cette décision, trop souvent, est un AVC dévastateur qui aurait pu être évité. Aujourd'hui, nous avons parcouru un chemin difficile. Nous avons ouvert la trousse de secours avec un regard critique et y avons trouvé 4 ennemis silencieux, souvent cachés en pleine vue. Les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, qui semblent innocents mais peuvent gravement endommager tes artères. Les anticholinergiques pour l'incontinence, qui peuvent déconnecter peu à peu ton esprit. Les corticoïdes comme la prednisone, qui soulagent mais a un coût énorme pour ta santé. Et les antipsychotiques, utilisés comme solution rapide dans la démence, qui triplent le risque du pire dénouement. Mais le message d'aujourd'hui n'est pas fait pour semer la peur, mais pour te donner du pouvoir. Le pouvoir de prendre des décisions éclairées. Trop longtemps, nous avons laissé nos décisions de santé aux mains d'un système qui, par manque de temps ou de ressources, recourt parfois à la solution la plus facile. Mais tu n'es pas un patient passif, tu es le directeur de ta santé. Maintenant, tu as l'information. Tu as l'outil le plus puissant, la connaissance. Avec elle, tu peux poser les bonnes questions, construire une vraie conversation avec ton médecin
au lieu de simplement écouter des instructions. Ne quitte pas cette vidéo avec de l'anxiété. Quitte-la avec un plan. Vérifie tes médicaments. Regarde si l'un d'eux figure dans ta liste. Et si c'est le cas, prends rendez-vous avec ton médecin. Pas par peur, mais avec la confiance de quelqu'un qui a décidé de prendre le contrôle. Et enfin, si ces informations t'ont été utiles, ne les garde pas pour toi seul. Partage-les. Envoie-les à ton frère qui s'occupe de ta mère, à ton ami qui traverse cela avec son père. Chaque fois que tu partages ce message, tu pourrais éviter une urgence, un lit d'hôpital ou une tragédie. Et si tu veux, raconte-moi ton histoire. Prends-tu un de ces médicaments? As-tu vécu quelque chose de similaire avec quelqu'un de proche? Les commentaires sont là pour ça, pour s'écouter, se soutenir et créer une communauté qui comprend l'importance de prendre soin, non seulement du corps, mais aussi du cerveau. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci pour ton temps et ton attention. Prends soin de ton esprit. C'est le seul que tu as. À la prochaine.